L'aube se levait sur la vallée de la Loire avec une clarté limpide, presque irréelle, comme si la nature elle-même avait décidé de célébrer une journée parfaite. C'était le jour du mariage, le jour tant rêvé, celui qui devait marquer le début d'une nouvelle ère faite de sourires et de promesses éternelles. Nicolas descendit de l'impeccable Citroën DS noir, son costume de cérémonie ajusté à la perfection, prêt pour l'autel. Il était convaincu que rien, absolument rien, ne pouvait venir ternir cet instant. Les invités, les fleurs, la musique, tout avait été orchestré avec une précision millimétrée. Tout était sous contrôle, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Alors que la voiture traversait le village pour rejoindre le lieu de la cérémonie, Nicolas ressentit une impulsion soudaine, presque inexplicable. Le petit square du village baignait déjà dans la lumière rasante du matin lorsque ses pas le guidèrent hors du véhicule. Stéphane, son chauffeur fidèle, le regarda avec surprise mais obéit silencieusement. Le soleil illuminait les bancs de bois et de fer forgés lorsque Nicolas se figea. Son corps se raidit instantanément. Son esprit mit quelques secondes, qui parurent une éternité, à accepter ce que ses yeux lui montraient. Sur l'un des bancs, exposés à la vue de tous et à la lumière crue du jour, deux femmes dormaient, assises, blotties l'une contre l'autre pour tenter de se protéger du froid humide qui s'attardait encore dans l'air matinal. Ce n'étaient pas des inconnus. Elles ne faisaient pas partie du paysage urbain habituel. C'étaient les dernières personnes au monde qu'il s'attendait à trouver là, dans cette position de détresse absolue. L'une était la femme qu'il avait juré de chérir et de protéger jusqu'à la fin de ses jours, sa mère, Marie. L'autre était l'employé de maison qu'il avait toujours respecté et défendu en silence pour son dévouement, Manon. Tandis que le village s'éveillait et poursuivait sa routine, Nicolas comprit avec une lucidité foudroyante que quelque chose de très grave s'était produit en son absence. Quelqu'un avait pris des décisions. Des décisions froides, cruelles, des décisions qui n'auraient jamais dû être prises. Ce jour n'avait pas commencé par un mariage, il commençait par une scène qui allait tout changer. Le village continuait son cours, indifférent au destin qui se croisait dans le silence de ce square. Pour beaucoup, ce matin n'était qu'une autre date sur le calendrier. Pour Nicolas, sans qu'il ne le sache encore totalement, c'était le début d'une vérité qui était restée cachée trop longtemps. Durant des années, Nicolas avait cru que le succès était synonyme de contrôle. Il pensait qu'avec de l'argent, des règles claires et des personnes de confiance, tout pouvait être maintenu en ordre. Il n'avait jamais imaginé que le coup le plus violent ne viendrait pas d'un étranger ou d'un concurrent, mais de quelqu'un à qui il avait ouvert les portes de sa vie et de son cœur. Alors que l'horloge tournait et que l'heure de la cérémonie approchait, une sensation inconfortable s'empara de son esprit. Ce n'était pas de la peur, c'était une certitude amère. Quelque chose s'était brisé pendant son absence, et ni les fleurs somptueuses ni les promesses ne suffiraient à le dissimuler. Les décisions prises quand le maître des lieux n'est pas présent révèlent souvent le véritable caractère des gens. Et ce matin-là commençait à dévoiler des visages qui ne pouvaient plus feindre la bonté, ni le respect, ni la loyauté. Ce qui ressemblait à une histoire d'amour parfaite commençait à s'effriter pièce par pièce, laissant à découvert des silences forcés, des jalousies occultes et des vérités que personne n'avait osé dire à voix haute. Rien ne serait plus jamais comme avant après ce jour. Non pas à cause du luxe perdu ou de l'événement annulé, mais à cause de la conscience qui s'était éveillée lorsqu'il fut impossible de détourner le regard. Ceci est une histoire de trahison, de dignité et de justice. Une histoire qui démontre que le véritable pouvoir ne réside pas chez celui qui humilie, mais chez celui qui décide d'agir lorsqu'il regarde la douleur en face. L'aube de ce jour de mariage était arrivée enveloppée d'un calme trompeur. Le ciel au-dessus de la vallée de la Loire était dégagé. La lumière douce caressait les façades de pierre blanche et les toits d'ardoise, et le village s'éveillait comme si rien d'extraordinaire n'était sur le point d'arriver. Pour Nicolas, le voyage de retour avait été long. Des heures d'avion, des réunions accumulées, des contrats signés et des engagements clôturés, avec l'esprit focalisé sur un seul objectif, rentrer à la maison pour épouser Chloé. Tout avait été organisé avec précision, depuis la cérémonie dans la petite église jusqu'au dernier détail de la réception dans la grande maison de campagne. Il avait une confiance aveugle dans le fait que son absence n'avait généré aucun problème. Après tout, il avait tout laissé entre les mains de personnes qu'il considérait de confiance. La Citroën DS noire avançait avec souplesse sur les pavés. Nicolas observait le paysage familier depuis la vitre, ajustant sa veste élégante, pensant aux vœux qu'il allait bientôt prononcer et à la vie qui, croyait-il, était sur le point de commencer. Il n'avait aucun doute, aucun soupçon, juste une légère anxiété normale face à un événement d'une telle importance.
Lorsque la voiture s'approcha du petit square du village, situé à quelques rues seulement de sa propriété, quelque chose en lui s'agita. Il ne sut dire quoi. Peut-être la clarté particulière de ce matin, peut-être un pressentiment silencieux. De manière inattendue, il demanda à Stéphane de réduire la vitesse. Le véhicule s'immobilisa complètement et, contre toute habitude, Nicolas décida de descendre. Le square était déjà vivant. Des gens marchaient d'un pas pressé, d'autres faisaient leur jogging matinal, certains étaient assis buvant un café ou consultant leur téléphone. C'était un décor commun, quotidien. Cependant, au milieu de tout ce mouvement, un banc attira immédiatement son attention, non par le bruit, mais par le silence qui l'entourait. Sur ce banc, deux figures demeuraient immobiles, assises très proches l'une de l'autre, comme si le monde autour d'elles n'existait pas. Elles étaient voûtées, enlacées, couvertes à peine par une couverture claire qui semblait bien insuffisante. Cette image contrastait brutalement avec la luminosité et la joie supposée de cette matinée. Quelque chose ne collait pas. Au début, Nicolas pensa qu'il s'agissait de deux sans-abri. Les villes et même les villages n'étaient pas exemptes de telles scènes, bien qu'elles lui parussent toujours lointaines. Mais en faisant quelques pas de plus, il sentit sa poitrine se serrer violemment. Il y avait quelque chose dans la posture de la jeune femme, dans la manière protectrice avec laquelle elle entourait la dame plus âgée, qui lui semblait douloureusement familier. Il s'approcha doucement, retenant presque son souffle. La jeune femme leva légèrement la tête, encore embrumée par le sommeil, et la lumière du jour illumina son visage fatigué. À cet instant, Nicolas la reconnut. C'était Manon, l'employée de sa maison. Celle qui avait travaillé avec discipline et respect durant des années, celle qui gardait toujours le regard bas et accomplissait chaque tâche sans jamais se plaindre. Celle qui s'occupait avec tant de dévouement de sa mère. La confusion fut immédiate. Que faisait-elle là? Pourquoi était-elle dans un parc public à cette heure? Et dans cet état? Son esprit tenta de trouver une explication logique, mais aucune ne semblait suffisante. Alors, son regard descendit vers la dame âgée. Le monde s'arrêta. C'était Marie, sa mère. La femme de 69 ans qu'il avait promis de protéger jusqu'au dernier jour de sa vie. La même qu'il avait laissée dans sa grande maison de campagne, confiant qu'elle y serait en sécurité, respectée et bien soignée. Elle était assise sur un banc de parc, pieds nus, le visage marqué par la fatigue et le froid de la nuit. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Durant plusieurs secondes, il resta complètement immobile. Le bruit du square disparut. Il n'entendait plus ni les voix, ni les pas, ni le chant des oiseaux, seulement le bruit accéléré de son propre cœur cognant avec force dans sa poitrine. L'incrédulité fit place à la rage, et la rage à une culpabilité profonde et silencieuse. Comment avait-il pu permettre cela? Manon bougea, comme si elle avait perçu une présence proche. Elle ouvrit les yeux brusquement et, en reconnaissant Nicolas, son expression changea immédiatement. La peur apparut en premier, puis la honte. Elle tenta de se lever, mais ses jambes étaient engourdies par la nuit passée assise. Marie se réveilla aussi. Ses yeux mirent quelques secondes à faire le point jusqu'à ce qu'elle le voie devant elle. Elle lui dédia un sourire faible, un de ces sourires maternels qui tentent de rassurer même au milieu de la douleur. Nicolas s'approcha rapidement, s'accroupit face à elle, observant chaque détail qu'il n'aurait jamais dû avoir à voir. Les mains froides, les vêtements froissés, l'absence de chaussures, les cernes profonds. Il n'avait pas besoin d'explication pour savoir que ceci n'était pas un accident. Le square continuait de fonctionner comme toujours. Les passants jetaient un regard furtif et continuaient leur chemin. Personne ne s'arrêtait. Personne ne demandait. Cette indifférence collective lui parut aussi cruelle que la scène elle-même. Il aida d'abord sa mère à se lever, la soutenant avec une infinie précaution. Puis il offrit sa main à Manon, qui l'accepta en silence. Aucune des deux ne parla immédiatement. Le poids de ce qui s'était passé semblait trop lourd pour être résumé en mots. Tandis qu'il marchait lentement hors du square vers la Citroën, l'esprit de Nicolas travaillait sans relâche. Quelqu'un avait pris des décisions en son absence. Des décisions qui n'auraient jamais dû être prises, des décisions qui non seulement avaient expulsé deux personnes de sa maison, mais qui avaient détruit une confiance qu'il croyait acquise. Ce jour, qui devait commencer par un mariage, avait débuté par une trahison. Il ne savait pas encore tous les détails, ni comment cela s'était produit exactement, mais une chose était claire, il n'y aurait pas de célébration tant que cette blessure resterait ouverte.
Il n'y aurait pas de promesse tant que l'injustice demeurerait impunie. Le soleil continuait de monter dans le ciel, illuminant tout avec normalité. Mais pour Nicolas, la matinée avait déjà changé pour toujours. La nuit précédente était tombée sur la grande maison de campagne avec un calme trompeur. De l'extérieur, la demeure semblait imposante, illuminée, silencieuse, comme si rien ne pouvait perturber l'ordre parfait qu'elle projetait toujours. Mais à l'intérieur de ces murs de pierre, quelque chose se brisait de façon irréversible. Chloé, la fiancée, marchait d'un bout à l'autre du grand salon, son téléphone à la main. Elle avait attendu ce moment depuis des semaines. L'absence de Nicolas n'était pas une simple coïncidence, c'était l'opportunité parfaite. Depuis le début de leur relation, Chloé avait appris à sourire devant lui, à se montrer aimable, compréhensive et élégante. Mais quand il n'était pas là, son véritable malaise faisait surface. Elle n'avait jamais supporté la présence de Marie, la mère de son fiancé. Non pas à cause de son âge, ni de son caractère, mais à cause de ce qu'elle représentait. La vieille dame était observatrice, ferme, impossible à manipuler. Elle n'avait jamais caché sa méfiance envers cette relation et, bien qu'elle ne fût jamais grossière, elle ne feignait pas l'enthousiasme. Son silence était plus inconfortable que n'importe quel reproche, et cela, Chloé ne le pardonnait pas. Mais il y avait autre chose, Manon. Depuis le premier jour, Chloé avait vu l'employé comme une menace silencieuse. Non pas parce que Manon faisait quelque chose de déplacé, mais précisément parce qu'elle ne faisait rien pour attirer l'attention. Sa beauté était naturelle, sans effort. Sa façon de se comporter, respectueuse et discrète, suscitait les éloges constants de Marie. Des commentaires simples, apparemment innocents, mais qui se répétaient encore et encore, c'est une fille très travailleuse, elle a un cœur noble, elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Chacune de ces phrases se plantait comme une épine dans l'ego de Chloé. Chloé se disait qu'elle exagérait, que c'était de la jalousie sans fondement, mais avec le temps, le ressentiment avait grandi. Elle commença à sentir que dans cette maison, elle ne serait jamais la femme la plus admirée, qu'il y aurait toujours une comparaison silencieuse, un regard qu'elle ne parvenait pas à conquérir. Cette nuit-là, alors qu'elle arpentait la demeure vide de son maître, elle prit une décision qu'elle mûrissait depuis longtemps. Elle appela Manon d'un ton sec, autoritaire. Elle lui ordonna de descendre au salon avec « Madame ». Elle n'expliqua pas le motif, elle exigea seulement l'obéissance. Manon sentit un nœud dans son estomac. Quelque chose dans la voix de Chloé ne sonnait pas normal. Malgré tout, elle aida Marie à descendre les escaliers avec précaution. La vieille dame marchait doucement, s'appuyant sur la rampe, sans imaginer ce qui était sur le point de se produire. Lorsqu'elles arrivèrent au salon, Chloé était déjà debout, les bras croisés. Elle n'offrit pas de siège, pas de politesse. « C'est fini », dit-elle sans détour. Manon resta silencieuse. Marie fronça légèrement les sourcils. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle avec calme. Chloé prit une profonde inspiration, comme si elle avait répété ce moment maintes fois. « Vous ne serez pas au mariage et vous ne continuerez pas à vivre ici. » Le silence qui suivit fut lourd, presque irréel. Manon fut la première à réagir. « Madame, je travaille ici. » Monsieur Nicolas n'a rien dit. « Il n'est pas là », l'interrompit Chloé. « Et tant qu'il n'est pas là, c'est moi qui décide. » Marie la regarda avec attention. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, seulement de la déception. « C'est la maison de mon fils, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu n'as pas le droit de nous mettre dehors. » Chloé sourit. Mais ce n'était pas un sourire aimable. « J'ai tous les droits quand le propriétaire est absent, et je serai son épouse demain. » Les mots tombèrent comme un coup près. Manon sentit ses jambes trembler. Elle tenta d'expliquer, de raisonner, de rappeler les années de travail, le soin, la loyauté. Ce fut inutile. La décision était déjà prise. « Je ne veux pas de scandale. Vous pouvez emporter ce que vous avez sous la main. Le reste restera ici. » Marie prit la main de Manon. Malgré son âge, ce fut elle qui garda son sang-froid. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle savait que toute réaction ne ferait qu'empirer les choses. Elles montèrent ensemble dans leurs chambres respectives. Manon mit quelques vêtements dans un petit sac, tremblante. Marie prit un manteau clair et ses papiers. Il n'y avait pas de temps pour plus. Quand elles redescendirent, Chloé avait déjà ordonné qu'on change les serrures.
Il vaut mieux que vous partiez maintenant, dit-elle. Je ne veux pas que les voisins voient ça demain matin. L'humiliation fut absolue. Elles sortirent de la grande maison sans se retourner. La lourde porte se referma avec un bruit sec, définitif. L'air froid de la nuit les enveloppa immédiatement. Elles n'avaient nulle part où aller. Personne à appeler à cette heure. C'était trop tard. Elles marchèrent durant des minutes interminables jusqu'à atteindre le square du village. Marie était épuisée. Manon tentait de rester forte, mais la peur l'étouffait. Elles s'assirent sur un banc, enlacées, partageant le même froid et la même incrédulité. Cette nuit-là, elles ne dormirent pas vraiment. Elles fermaient les yeux par moments, mais le moindre bruit les faisait sursauter. La honte, la peur et la tristesse se mélangeaient à une question constante, comment expliquer cela au lever du jour? Manon pleura en silence. Marie la serra contre elle. Ce n'est pas ta faute, lui murmura-t-elle. La méchanceté finit toujours par se trahir elle-même. Quand le ciel commença à s'éclaircir, elles étaient toujours là, vulnérables, sans savoir qu'à quelques heures de distance, l'homme qui les aimait était sur le point de revenir et de tout découvrir. La nuit avait joué son rôle. Le matin se chargerait du reste. Le soleil était haut lorsque Nicolas revint au square accompagné de Stéphane, après avoir aidé sa mère et Manon à monter dans la voiture. Durant le trajet jusqu'à l'auberge de charme la plus proche, personne ne parla. Le silence dans l'habitacle feutré de la déesse était dense, presque irrespirable. Ce n'était pas un silence gêné par manque de mots, mais un silence chargé de pensées qui se bousculaient. Nicolas observait sa mère dans le rétroviseur. Elle gardait le regard fixé sur la fenêtre, sereine en apparence, bien qu'il sût qu'à l'intérieur, elle portait une tempête. Manon, assise à ses côtés, serrait son sac avec force, comme si elle craignait qu'à tout moment tout cela ne disparaisse et qu'elle se retrouve de nouveau sur le banc du square. En arrivant à l'auberge, Nicolas ne permit aucune question. Il commanda une vaste suite, calme, loin du bruit. Il demanda des croissants et du café au lait bien chaud, des vêtements propres et une attention médicale basique pour sa mère. Chaque instruction était ferme, précise, presque automatique. Il agissait, mais à l'intérieur, il brûlait. Quand ils furent enfin seuls dans la chambre, l'atmosphère sembla se détendre un peu. Marie s'assit avec précaution au bord du lit. Manon resta debout quelques secondes, ne sachant si elle devait s'asseoir ou non, jusqu'à ce qu'il lui indique de le faire. « Je veux tout savoir », dit-il finalement d'une voix contrôlée qui contrastait avec la tourmente qu'il portait en lui. Depuis le début, sans rien cacher. Marie le regarda d'abord, puis regarda Manon. Il y eut un accord silencieux entre elles. Ce n'était pas le moment de le protéger avec des demi-vérités, c'était le moment de parler. La vieille dame commença à raconter ce qui s'était passé la veille. Chaque mot était clair, ferme, sans exagération. Elle raconta comment Chloé les avait convoqués, comment elle avait parlé avec froideur, comment elle avait ordonné leur départ sans permettre d'explication. Elle n'éleva pas la voix, elle ne pleura pas, mais chaque phrase pesait plus lourd qu'un cri. Manon compléta le récit. Elle parla des regards, des commentaires blessants déguisés en courtoisie, du mépris constant qu'elle ressentait depuis longtemps. Elle confessa qu'elle avait toujours essayé de rester invisible, de faire son travail et de ne pas causer de conflit. Mais cette nuit-là, il n'y avait eu aucun moyen de l'éviter. Nicolas écoutait en silence, les poings serrés. Chaque détail s'emboîtait avec des attitudes qu'il avait ignorées ou minimisées, des souvenirs qui prenaient maintenant un sens inquiétant. Quand elles eurent terminé, le silence remplit de nouveau la pièce. Un silence différent, plus lourd, plus définitif. « Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé » demanda-t-il enfin, la voix à peine contenue. Marie le regarda avec tristesse. « Parce que je ne voulais pas gâcher le jour le plus important de ta vie, répondit-elle. Et parce que je pensais pouvoir le supporter une nuit de plus. Ces mots furent ceux qui le blessèrent le plus. Il comprit à cet instant que sa mère avait préféré le froid d'un square plutôt que d'interrompre son bonheur, et cette idée le transperça de culpabilité. Il se leva et fit les 100 pas dans la chambre. Il ne savait pas encore comment, mais il avait la certitude que cela ne pouvait pas rester ainsi. Ce n'était pas seulement une question personnelle, c'était une ligne rouge qui avait été franchie de manière impardonnable. Il n'y aura pas de mariage, dit-il soudain, s'arrêtant net. Manon leva les yeux, surprise. Marie ferma les yeux une seconde, comme si elle le savait déjà.
Je ne peux pas épouser quelqu'un capable de faire ça, poursuivit-il. Pas aujourd'hui, non, jamais. Il ne cria pas, ne frappa rien. Sa décision n'était pas impulsive, elle était ferme. Il prit son téléphone et commença à passer des appels. D'abord à l'organisateur de l'événement, puis à son avocat. Chaque conversation était brève, directe, annulation, suspension, instruction claire. Pendant ce temps, le village se préparait pour une noce qui n'aurait jamais lieu. Dans la grande maison, Chloé avançait parmi les compositions florales et les robes blanches, convaincue que tout marchait selon le plan. Elle ne savait pas qu'à quelques kilomètres de là, la vérité avait éclaté. Nicolas se rassit face à sa mère et à Manon. « Rien de tout cela n'est votre faute, dit-il avec fermeté. J'ai failli en ne voyant pas plus tôt ce qui se passait, et je vais corriger ça. » Pour la première fois depuis la veille, Manon laissa échapper un sanglot contenu. Ce n'était pas de tristesse, mais de soulagement. Marie posa une main sur celle de son fils. « Fais ce qui est juste, lui dit-elle. Pas pour nous, pour toi. » Il acquiesça. Il savait que ce qui venait ne serait pas facile. Il savait qu'il y aurait des conséquences, des regards, des rumeurs. Mais il savait aussi quelque chose de plus important, il avait découvert la vérité à temps. Cette rencontre dans le square n'avait pas seulement arrêté un mariage, elle avait évité une erreur qui aurait pu marquer sa vie pour toujours. La matinée avançait avec une normalité absurde. À l'auberge, Nicolas restait debout près de la fenêtre, observant le mouvement de la rue sans vraiment le voir. Son esprit était fixé sur une seule image, la porte de sa maison se fermant devant sa mère et Manon. Cette scène, reconstruite maintes fois dans sa tête, avait fini de briser quelque chose en lui. Durant des années, il avait cru que le contrôle était sa plus grande force. Mais ce matin-là, il comprenait qu'il y avait un type de contrôle bien plus dangereux, celui qu'on exerce avec arrogance, persuadé que rien ne peut mal tourner. C'est exactement ce qu'il avait fait en laissant sa maison entre de mauvaises mains. Il prit le téléphone de nouveau. Cette fois non pour annuler, mais pour affronter. La grande maison était en pleine effervescence quand il arriva. Décorateurs, musiciens, traiteurs s'affairaient. Personne ne s'attendait à le voir entrer le visage grave, sans saluer, sans s'arrêter. Sa présence altéra l'ambiance immédiatement. Les conversations s'éteignirent une à une. Chloé était dans le salon principal, entourée d'étoffes blanches. Elle portait un peignoir élégant, ses cheveux partiellement coiffés. Elle sourit en le voyant, convaincue que tout suivait son cours. « Je pensais que tu irais directement à l'église, » dit-elle d'un ton léger. « Tout est presque prêt. » Il ne répondit pas à son sourire. « Il faut qu'on parle, » dit-il calmement. Quelque chose dans sa voix tendit l'atmosphère. Chloé fit un signe aux autres pour qu'ils se retirent. Ils restèrent seuls dans ce salon qui, quelques heures plus tard, devait recevoir applaudissements et vœux. « Où est ma mère » demanda-t-il en la fixant. Chloé mit une seconde de trop à répondre. « Elle se repose. » commença-t-elle, mais elle s'arrêta en voyant son expression. « Enfin, tu sais qu'elle n'a jamais été à l'aise ici. » « Je ne t'ai pas demandé si elle était à l'aise, » l'interrompit-il. « Je t'ai demandé où elle est. » Le silence devint épais. Chloé croisa les bras, sur la défensive. « N'exagère pas, elle avait juste besoin d'espace. Tu n'étais pas là et cette maison était pleine de tension. » Il prit une grande inspiration. « Ma mère a dormi cette nuit dans le square du village, pieds nus, dans le froid, avec Manon. » Les mots tombèrent comme une dalle. Pour la première fois, le sourire de Chloé disparut complètement. Ses yeux se durcirent, mais elle ne montra pas de surprise. Et cette absence de surprise fut la confirmation définitive. « Je ne voulais pas qu'elle soit au mariage, » dit-elle enfin. Elle n'y avait pas leur place. Il la regarda, incrédule. « Elle n'avait pas leur place » répéta-t-il. « Ma mère n'a pas sa place dans ma vie ? Et une employée loyale depuis des années mérite de dormir dans la rue ?» Chloé haussa le ton. « Tu les as toujours fait passer avant moi. Toujours les éloges, toujours la comparaison. Tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte ? Ta mère ne m'a jamais accepté. » « Ma mère a seulement vu ce que tu essayais de cacher, » répondit-il froidement. La discussion escalada, mais pas vers des cris, plutôt vers des vérités qui ne pouvaient plus être tues.
Chloé parla de jalousie, d'humiliation, du sentiment d'être déplacée. Elle justifia ses actes comme une nécessité. Il écouta tout avec un calme qu'elle n'attendait pas. Chaque mot qui sortait de sa bouche ne la défendait pas, il la condamnait. « Tu sais ce qui est le pire ?» dit-il finalement. « C'est que tu ne ressens aucun remords. » Elle garda le silence. « Ce mariage est annulé, poursuivit-il. Et ce n'est pas une menace, c'est une décision. » Chloé rit nerveusement. « Tu ne peux pas me faire ça le jour de notre mariage. »« Tu me l'as déjà fait hier soir, répondit-il. Et à ma mère. » Il sortit des documents de sa mallette et les posa sur la table. C'étaient des instructions légales claires. La propriété n'était ni un cadeau ni un droit partagé, c'était son bien propre. Et à partir de ce moment, elle devait la quitter. « Tu auras ce qui te correspond selon la loi, dit-il. Rien de plus, rien de moins. » Chloé le regarda avec rage, avec incrédulité, avec peur. Elle tenta d'argumenter, de pleurer, de crier, mais il ne discutait plus. Il fermait une porte. Des heures plus tard, la nouvelle commença à courir. Le mariage avait été annulé. Les invités furent notifiés, les préparatifs stoppés. Le luxe resta suspendu dans l'air comme un décor vide. Chloé quitta la maison ce jour-là, accompagnée d'un avocat et le regard chargé de défaite. Quand Nicolas revint à l'auberge, il trouva sa mère éveillée. Elle le regarda dans les yeux et sut, sans besoin de mots, que la décision avait été prise. « Tu as fait ce qu'il fallait » lui dit-elle. Il acquiesça, mais ne sourit pas. Il savait que ce n'était que le début. Il avait corrigé une injustice, oui, mais il restait à reconstruire ce qui avait été brisé. Dire non a toujours un prix. La nouvelle de l'annulation se répandit dans la région comme une traînée de poudre, des fournisseurs aux invités. Nicolas observa cet effet domino avec distance. Sa priorité était claire, Marie et Manon. À l'auberge, Marie commençait à récupérer des forces. Manon était à ses côtés, attentive. Cette scène, si humaine, contrastait avec le chaos social au dehors. « Ils vont parler, » dit Marie doucement. « Ils vont te juger. »« Je sais, » répondit Nicolas. « Mais je préfère ça à vivre en sachant que j'ai détourné le regard. » Pendant ce temps, Chloé faisait face à sa propre réalité. Elle passait du statut de centre de l'attention à celui de sujet de conversation. Les avocats commencèrent à intervenir. Tout se fit de manière transparente. Pas d'abus de pouvoir, juste des limites claires. La propriété devait être rendue. Chaque signature était une confirmation que cette étape était terminée. Nicolas commença à ressentir une légèreté inédite. En disant non à l'injustice, il s'était dit oui à lui-même. Avec les employés, la situation fut différente. Manon devint un symbole silencieux de respect. Nicolas commença à écouter davantage ses employés, découvrant des histoires qu'il ignorait, comprenant que son monde avait des failles. Il décida d'agir structurellement, révision interne, protocole, canaux de plainte. La justice ne pouvait plus être un vain mot sous son toit. Une après-midi, dans le jardin de l'auberge, Manon osa parler. « Je ne voulais pas que tout cela arrive à cause de moi. » Il la regarda sérieusement. « Ce n'est pas arrivé à cause de toi. C'est arrivé parce que quelqu'un a cru pouvoir humilier sans conséquence. Et ça, c'est inacceptable. » Elle baissa les yeux, émue. « Merci de me croire. Merci de ne pas avoir abandonné, » répondit-il. Il restait une étape importante, affronter publiquement la vérité. La rumeur enflait. Nicolas décida qu'il ne laisserait pas d'autres écrire l'histoire. Avec son avocat et sa mère, il décida d'émettre un communiqué sobre, direct. Le mariage avait été annulé pour une faute grave de valeur et un acte de cruauté qu'il ne tolérait pas. L'impact fut immédiat. On ne parlait plus d'un caprice, mais d'une expulsion, d'une mère âgée, d'une employée humiliée. Chloé sentit le coup. Son discours de victime s'effondrait. Des jours plus tard, Nicolas fut appelé à faire une déposition dans le cadre du processus légal initié après l'expulsion indue. Chloé était là, défensive. Il raconta les faits calmement. Marie aussi fut entendue, sa voix ferme impressionnant l'auditoire. Manon, tremblante mais courageuse, raconta son histoire avec honnêteté. Quand tout fut fini,
le silence dans la salle était celui d'une conclusion. À la sortie, Nicolas respira profondément. La vérité était désormais entre les mains de la justice. La justice arriva sans bruit, mais avec fermeté. Il fut déterminé que l'expulsion avait été illégitime. Chloé perdit ses privilèges, l'accès aux propriétés, et les accords financiers furent annulés. Elle dut quitter la région. Nicolas ne célébra pas, il accepta simplement le verdict. Ce même soir, il retourna au square avec sa mère et Manon. « Ici, j'ai compris quelque chose, » dit Marie devant le banc. « Que la dignité ne se perd pas quand on vous enlève un toit, mais quand on accepte le mépris comme quelque chose de normal. » Manon sentit un nœud dans sa gorge, mais elle vit ce lieu non plus comme une blessure, mais comme le point de bascule. Pour Nicolas, ce fut le moment où il comprit que la justice n'était pas que légale, mais humaine. Il avait protégé ceux qu'il aimait. Manon commença à respirer plus tranquillement, se sentant enfin respectée. « Pour la première fois, je sens que je peux rester sans peur, » confia-t-elle un soir. « Cela aurait dû être ainsi depuis le début, » répondit Nicolas. « Et cela ne changera plus. » La vie ne redevint pas comme avant, elle devint meilleure, plus vraie. Nicolas réorganisa sa vie pour être plus présent. Il ne voulait plus déléguer aveuglément. Il partageait désormais des moments simples avec sa mère. Manon, elle, gagnait en assurance, soutenue par Marie qui lui répétait « Ne permets à personne de te traiter comme si tu étais remplaçable ». Le changement de Nicolas influença son entreprise. Il instaura une culture de respect et de sécurité. Les histoires d'abus furent écoutées et traitées. Une après-midi, il retourna seul au square. Il s'assit sur le banc, regardant la vie continuer. Il pensa au mariage qui n'avait pas eu lieu et ressentit un immense soulagement. Il avait évité une erreur irréversible. De retour à l'appartement provisoire, il trouva sa mère et Manon discutant joyeusement. « Nous pensons chercher un endroit plus permanent, » dit Marie. « J'y ai pensé aussi, » répondit-il. « Un endroit tranquille, où vous serez en sécurité. » Ils visitèrent plusieurs appartements et choisirent finalement un lieu lumineux, simple, près d'un parc calme. Manon, encouragée par Nicolas, aida à choisir. « Ici, je peux respirer », avait dit Marie. Le déménagement se fit dans la bonne humeur. Nicolas aida à porter les cartons, voulant faire partie du processus. Dans ce nouveau foyer, la culpabilité s'effaçait, remplacée par la paix. Manon confessa un jour qu'elle avait cru ne pas valoir assez. « Quand quelqu'un humilie, le problème n'est jamais chez la personne humiliée, » lui répondit Nicolas. « Il est chez celui qui a besoin d'écraser les autres pour se sentir supérieur. » Chloé disparut de leur vie, ne laissant derrière elle qu'une leçon apprise. Le jour qui aurait dû être l'anniversaire de mariage passa inaperçu, sans regret. Nicolas marcha de nouveau dans le square avec sa mère. « Protéger, ce n'est pas éviter que quelque chose fasse mal, » dit-elle. C'est ne pas permettre que la douleur se répète par indifférence. En rentrant, ils trouvèrent Manon préparant le dîner dans une atmosphère sereine. Nicolas comprit alors le vrai sens de protéger, être responsable, écouter, agir. Il avait perdu un mariage, mais gagné la certitude d'être du bon côté. Des mois plus tard, la vie avait trouvé un rythme vrai. Marie se levait sans peur, Manon travaillait avec sécurité, et Nicolas avait changé profondément. Il avait appris que l'amour se mesure à la capacité de protéger quand personne ne regarde. L'histoire ne s'était pas terminée par des applaudissements, mais par une dignité restaurée et des liens véritables. Car décider de ne pas fermer les yeux, même une nuit dans un square de village, peut être le commencement d'une vie juste.